Je ne nie point que parmi hommes bas ne puissent aussi régner les mêmes vertus que chez les nobles, mais pour ne pas répéter ce que déjà nous avons dit avec beaucoup d'autres raisons qu'on pourrait mettre en avant à la louange de la noblesse, qui est honorée toujours et par tout le monde, parce qu'il est raisonnable que des bons naissent les bons, et puisque nous devons former un courtisan sans aucun défaut, et qui soit comblé des qualités les plus louables, il me semble nécessaire de le faire noble, tant pour beaucoup d'autres causes que pour satisfaire à l'opinion universelle, qui immédiatement est favorable à la noblesse. Car s'il y a deux hommes de palais qui n'aient auparavant donné aucune impression d'eux-mêmes par leurs œuvres, bonnes ou mauvaises, aussitôt que l'on saura qu'il y en a un qui est né gentilhomme et l'autre non, chacun estimera beaucoup moins le roturier que le noble, et il sera nécessaire que le roturier emploie du temps et beaucoup de peine pour imprimer dans les cœurs des hommes une bonne opinion de lui-même, alors que l'autre, et seulement parce qu'il est gentilhomme, y parviendra en un instant, et chacun peut facilement comprendre combien ces impressions sont importantes, car, pour parler de nous, nous avons vu arriver dans cette maison des hommes qui, bien que sots et grossiers, avaient néanmoins par toute l'Italie une réputation de très grands courtisans, et même si à la fin ils ont été découverts et connus, toujours est-il qu'ils nous ont trompés longtemps et ont maintenu dans nos esprits cette opinion d'eux qu'au début ils ont trouvé imprimée encore, qu'ils aient agi selon leur peu de valeur. Nous en avons vu d'autres qui, peu estimés au commencement, sont parvenus depuis à une grande réussite. De telles erreurs, il y a diverses causes, et entre autres l'obstination des seigneurs qui, voulant faire des miracles, parfois se mettent à favoriser ceux qui leur semblent mériter le contraire, et souvent eux-mêmes se trompent, mais parce qu'ils ont toujours une infinité d'imitateurs de leur faveur procède la grande renommée que, pour la plupart, les juges continuent à suivre. Et s'ils trouvent quelque chose qui semble contraire à l'opinion commune, ils craignent de s'être trompés et attendent toujours quelque chose de caché, parce qu'il leur semble que les opinions universelles doivent être fondées sur la vérité et naître de causes raisonnables, et parce que nos cœurs sont très prompts à l'amour et à la haine, comme on le voit dans les spectacles des combats, des jeux et de toutes les autres sortes de compétitions où les spectateurs se passionnent bien souvent sans cause apparente pour l'un des camps avec un extrême désir qu'il soit victorieux et que l'autre perde. Touchant aussi l'opinion que l'on a sur les qualités des hommes, la bonne ou mauvaise renommée d'entrée pousse notre âme vers l'une de ces deux passions que j'ai dites. C'est pourquoi il advient que le plus souvent nous jugeons avec amour ou bien avec haine. Vous voyez donc de quelle importance est la première impression et comment on doit s'efforcer de l'acquérir bonne dès le commencement celui qui espère avoir le rang et le titre de bon courtisan. Mais pour en venir à quelques particularités, j'estime que la principale et vraie profession du courtisan doit être celle des armes. Je veux par-dessus tout qu'il l'exerce avec ardeur et qu'il soit connu parmi les autres pour être hardi, preux et fidèle à celui qu'il sert. Et le renom de ces bonnes qualités s'acquiert si l'on en fait la preuve en tout temps et en tout lieu, par le fait qu'il n'est pas permis d'y manquer jamais sans encourir un blâme extrême, et de même que pour les femmes, l'honnêteté une fois maculée ne revient plus jamais à son premier état, de même la renommée d'un gentilhomme portant les armes, si une fois elle a été tant soit peu ternie par couardise ou autre faute, reste à jamais déshonorante aux yeux du monde et ignominieuse. Plus le courtisan excellera donc en cet art, plus il sera digne de louange. Je n'estime pas cependant qu'il soit aussi nécessaire de posséder cette parfaite connaissance des choses et ces autres qualités qui conviennent à un capitaine. En effet, ce serait là matière inépuisable comme la mer, et nous nous contenterons, comme nous l'avons dit, de ce qu'il soit entièrement loyal, de courage invincible, et qu'il se montre toujours tel. Car bien des fois, on connaît mieux les gens courageux aux petites choses qu'aux grandes, et souvent dans les périls d'importance, et là où il y a beaucoup de témoins, on trouve des hommes qui, bien que leur cœur soit glacé de peur dans leur poitrine, sont cependant poussés par la honte ou par la présence de la compagnie, et se jettent dans la mêlée les yeux fermés pour y faire leur devoir, Dieu sait comment. Et dans les affaires qui ne pressent guère et où il semble qu'ils puissent, sans être remarqués, éviter de se mettre en danger, ils se laissent volontiers placer dans un endroit sûr. Mais ceux qui montrent de la hardiesse de cœur, même quand ils pensent ne pas devoir être regardés, ni vus, ni reconnus de personne, et qui ne laissent passer aucune chose,
si petites soient-elles, dont ils puissent être blâmés. Ceux-là, dis-je, sont pourvus de la vertu que nous requérons chez notre courtisan. Nous ne voulons pourtant pas qu'il puisse la fierté, jusqu'à faire, qui pousse la fierté, jusqu'à faire toujours le brave en parole, en disant qu'il a pris pour femme sa cuirasse, ni qu'il terrorise les gens avec des regards féroces, comme nous avons souvent vu le faire à Berthaud. Car à des hommes de cette espèce, on peut dire à bon droit ce qu'une dame de haut rang, dans une noble compagnie, dit plaisamment à quelqu'un que je ne veux pas nommer pour l'instant. Comme elle l'avait invité à danser pour lui faire honneur, il refusa, et refusa de même d'écouter de la musique et plusieurs autres divertissements qui lui étaient offerts, disant toujours que des futilités de ce genre n'étaient pas de son métier, de manière que finalement la dame lui demanda « Quel est donc votre métier ?» Et il répondit avec un visage rébarbatif « Combattre !» Je pense, répondit aussitôt la dame, que maintenant que vous n'êtes pas à la guerre, ni sur le point de combattre, il serait bon que vous vous fassiez bien graisser et ranger dans une armoire avec tous vos harnais de guerre, jusqu'à ce qu'on ait de nouveau besoin de vous, de peur que vous ne deveniez plus rouillé que vous n'êtes. Tous les assistants partirent d'un grand rire, et elle le laissa ainsi ridiculisé dans sa sotte présomption. Que celui que nous recherchions soit donc très fier et agressif quand il sera devant les ennemis, est toujours parmi les premiers, mais en tout autre lieu, qu'il soit humain, modéré et posé, fuyant plus que tout l'ostentation et l'imprudente louange de soi-même, par où l'homme suscite toujours contre soi la haine et le dégoût de ceux qui l'écoutent. Et moi, répondit le seigneur Gasparot, j'ai connu peu de gens excellents en quelque chose que ce soit, qui ne se louent pas eux-mêmes. Et il me semble que cela peut être toléré chez eux, puisque celui qui se sent habile, homme, quand il voit que par ses œuvres il n'est pas connu des ignorants, est fâché que sa valeur demeure ensevelie et cachée, et il est nécessaire qu'il la découvre en quelque façon pour n'être pas frustré de l'honneur qui lui appartient, et qui est la vraie récompense des vertueux travaux. C'est pourquoi chez les anciens auteurs, l'homme de grande valeur s'abstient rarement de se louer soi-même. Il est bien vrai que ceux-là sont intolérables, qui se louent alors, qui n'ont aucun mérite, mais nous ne présumons pas que tel soit notre courtisan. Alors le comte dit, si vous avez bien entendu, j'ai blâmé le fait de se louer soi-même avec impudence et sans motif, et certainement, comme vous dites, on ne doit pas avoir mauvaise opinion d'un homme de valeur qui se loue modestement, mais il faut prendre au contraire ce qu'il dit pour un témoignage plus certain que s'il venait de la bouche d'un autre. Je dis plutôt que celui qui, en se louant soi-même, ne tombe pas dans l'erreur, ni n'engendre l'ennui ou la haine de celui qui l'écoute, est un homme de grande discrétion, et que, outre les louanges qu'il s'attribue lui-même, il en mérite aussi de la part des autres, car la chose est très difficile. Vous devez, dit alors le seigneur Gasparot, nous l'enseigner. Il n'a pas manqué d'anciens auteurs, répondit le comte, pour l'enseigner, mais le tout consiste, à mon avis, à dire les choses de manière qu'il semble qu'on n'en parle pas de façon intentionnelle, mais qu'elles tombent si à propos qu'on ne puisse éviter de les dire, et tout en montrant toujours que l'on veut fuir ses propres louanges, à les dire néanmoins, mais pas à la façon des bravaches qui ouvrent la bouche et parlent sans réfléchir. C'est ainsi qu'il y a quelques jours, l'un des nôtres a raconté comment, à Pise, ayant eu la cuisse percée d'un coup de pique de part en part, il pensa que c'était une mouche qui l'avait piqué. Un autre a dit qu'il n'avait pas de miroir dans sa chambre, parce que quand il se courrouçait, il devenait d'un aspect si terrible qu'en se voyant, il se ferait trop peur à soi-même. Chacun se prit à rire à cet endroit, mais le seigneur César et Gonzague ajouta « De quoi riez-vous ? Ne savez-vous pas qu'Alexandre le Grand, apprenant que selon l'opinion d'un philosophe il y avait une infinité de mondes, se mit à pleurer, et comme on lui demandait pourquoi il pleurait, il répondit « Parce que je n'en ai pas encore conquis un seul, comme s'il avait eu la volonté de les conquérir tous. Ne vous semble-t-il pas que c'est là une plus grande bravade que l'histoire de la piqûre de la mouche ?» Alexandre était aussi un plus grand homme que n'était celui qui parla de la piqûre, dit alors le comte. Mais à la vérité, on doit pardonner aux hommes excellents quand ils présument beaucoup d'eux-mêmes, parce que celui qui doit faire de grandes choses a besoin d'avoir la hardiesse de les entreprendre et confiance en soi-même, et il ne faut pas qu'il soit de cœur abject ou vil, mais bien plutôt modeste dans ses paroles, en montrant moins de présomption de soi qu'il en a réellement, pourvu que cette présomption n'aille pas jusqu'à la témérité.
Le comte s'arrêtant ici un moment, messire Bernardo da Bibiena dit en riant: je me souviens que vous avez dit un peu plus tôt que notre courtisan devait être doué par nature d'une belle forme de visage et de corps, avec une grâce qui le rendit assez aimable. La grâce et la beauté du visage, je crois qu'elles sont certainement en moi, d'où vient que tant de femmes, comme vous savez, brûlent d'amour pour moi. Mais j'ai quelques doutes quant à la beauté de mon corps, et surtout à cause de mes jambes qui, à la vérité, ne me semblent pas aussi bien faites que je voudrais. Du buste et du reste, je suis assez content. Alors faites-nous savoir un peu plus par le menu quelle doit être cette forme du corps, afin que je puisse sortir de ce doute et garder l'esprit en repos. Après qu'on eut ri un moment, le comte poursuivit: cette grâce du visage, on peut certainement dire sans mentir qu'elle est en vous, et je ne m'en servirai pas d'un autre exemple pour faire savoir en quoi elle consiste, car nous voyons sans aucun doute que notre visage est agréable et plaît à chacun, bien que ses traits ne soient pas fort délicats, mais il tient du viril et de plus il est gracieux, et l'on trouve cette qualité dans bon nombre de différentes formes de visage. Je veux que l'aspect de notre courtisan soit de cette sorte, et non pas mou et féminin comme beaucoup s'efforcent de l'avoir, qui non seulement se crêpe les cheveux et s'épile les sourcils, mais se farde de toutes les manières qu'emploient les femmes les plus lascives et les plus déshonnêtes du monde. Et il semble que dans leur façon de marcher, de se tenir, et dans chacun de leurs autres gestes, ils sont si tendres et alanguis que leurs membres sont sur le point de se détacher l'un d'avec l'autre. Ils prononcent leurs paroles si tristement qu'on croirait qu'à l'instant ils vont rendre l'esprit. Et plus ils se trouvent avec gens de rang élevé, plus ils usent de ce genre de façon. Cela, puisque la nature ne les a pas fait femmes, comme ils semblent désirer le paraître et l'être, ne devrait pas être estimés comme peuvent être des femmes de bien, mais chassés comme des putains publics, non seulement des cours de grands seigneurs, mais aussi de la compagnie de tous les gentilshommes. Venons donc à la qualité du corps. Je dirais qu'il suffit qu'il ne soit pas trop petit ni trop grand, car l'un et l'autre de ces caractères provoquent un étonnement désagréable, et les hommes de cette sorte sont regardés presque comme on regarde les choses monstrueuses. Pourtant, si l'on vient à pécher par l'un de ces excès, il y a moins d'inconvénients à être trop petit qu'à dépasser par sa taille la mesure raisonnable. Car les hommes qui sont ainsi d'une immense stature, outre que très souvent ils sont d'un entendement obtus, manquent également d'habileté dans tous les exercices d'agilité, chose que je désire beaucoup que possède le courtisan. Et pour cette raison, je veux qu'il soit bien dispos et bien proportionné de ses membres, qu'il se montre fort, léger et délié, et qu'il sache tous les exercices du corps qui appartiennent à un homme de guerre. De ces exercices, le premier, je pense, doit être de savoir bien manier toutes sortes d'armes, à pied et à cheval, de connaître les avantages de chacune, et principalement d'avoir connaissance des armes qui se pratiquent ordinairement entre gentilshommes. Car outre le fait que l'on s'en sert à la guerre, où peut-être tant de subtilités ne sont pas nécessaires, il advient souvent des différends entre un gentilhomme et un autre, d'où s'ensuit un combat, et souvent avec des armes qui se trouvent à portée de la main à ce moment-là. C'est pourquoi il est plus sûr de savoir s'en servir. Et je ne suis point de ceux qui disent que dans le besoin on oublie sa science, parce qu'à la vérité quiconque à cet instant en vient à perdre sa science fait la preuve qu'il en a à premier lieu perdu son cœur et ses esprits sous l'effet de la peur. J'estime aussi qu'il est très profitable de savoir lutter, parce que cela va avec le maniement des armes quand on combat à pied. Ensuite, il faut qu'il s'entende aux querelles et différends qui peuvent survenir, et pour lui et pour ses amis, et qu'il sache saisir les avantages tout en montrant à la fois du courage et de la prudence, et qu'il ne soit pas trop enclin à ce genre de combat s'il n'y est contraint pour préserver son honneur. Car outre le grand péril qu'entraîne l'incertitude de la fortune, celui qui se jette précipitamment et sans raison urgente dans de telles affaires mérite d'être fort blâmé, même si l'issue en est favorable. Mais quand on se trouve si avant qu'on ne puisse se retirer sans déshonneur, on doit être très résolu, tant dans les choses qui précèdent le combat que dans le combat lui-même, en se montrant toujours prompt et courageux, et ne faisant pas comme certains qui perdent du temps en discussion sur des points de détail. Ceux-là, quand ils ont le choix des armes,
prennent celle qui ne tranche ni ne perce et s'arment comme s'ils devaient attendre une canonnade. Et comme il leur semble suffisant de n'être point vaincus, ils ne font rien d'autre que de se défendre et de reculer, si bien qu'ils démontrent une extrême pusillanimité et se font moquer par les enfants, comme ces deux Anconitains qui récemment combattirent à Pérouse et firent rire ceux qui les virent. Et qui étaient ceux-là, dit le seigneur Gasparo Pallavicino. Deux cousins germains, répondit messire César. Dans le combat, dit le comte, ils semblaient être deux véritables frères. Puis il ajouta, on s'adonne souvent aux armes en temps de paix dans différents exercices, et l'on voit les gentilshommes dans des spectacles publics en présence du peuple, des femmes et des grands seigneurs. C'est pourquoi je veux que notre courtisan soit un parfait cavalier, dans toutes les manières de monter, et outre la connaissance des chevaux et de ce qu'il faut aux cavaliers, qu'il mette du soin et de la diligence à dépasser un peu les autres en toutes choses, de façon qu'il soit toujours reconnu parmi tous comme excellent. De la même façon qu'on dit d'Alcibiade qu'il dépassa les hommes de toutes les nations chez lesquelles il vécut, et chacune dans ce qui lui était le plus propre, de même j'entends que notre courtisan surpasse les autres, et chacun dans ce dont il fait le plus profession. Et puisque la gloire particulière des Italiens est de bien monter avec la bride, de manier habilement les chevaux, principalement ceux qui sont difficiles, de combattre avec la lance et de jouter, je veux qu'en cela ils soient parmi les meilleurs Italiens. Au tournoi, pour tenir le passe, pour forcer la barrière, qu'ils soient parmi les meilleurs Français. Au jeu de canne, à la course de taureau, pour lancer les javelots et les dards, qu'il excelle parmi les Espagnols, mais surtout qu'il accompagne tous ces mouvements d'un certain bon jugement et de grâce, s'il veut mériter cette faveur universelle qui est si appréciée.